Bienvenue à Contes policiers, je suis votre hôte Antoine. Une entrée manquante, une fleur vénéneuse et un nom trop soigneusement effacé. Dites-moi, d'où venez-vous aujourd'hui dans le monde? Vous entendre rend toujours ces mystères plus significatifs. Commençons. Les ennuis ont commencé, comme c'était souvent le cas à l'Arton Bishop, par quelque chose d'apparemment innocent, un éternuement. Miss Marple était assise au fond de la salle, enveloppée dans un châle de laine, observant silencieusement les rangées de chaises occupées par des voisins endimanchés. Ils étaient tous réunis dans la salle de réunion méthodiste pour la réunion trimestrielle de la Gardner Fellowship Society. L'orateur invité, un homme à la barbe argentée, à l'accent continental et légèrement boiteux, était venu de Kew pour parler de la multiplication des mousses alpines. Ce n'était pas vraiment le genre de sujet qui faisait battre le cœur, mais c'était le genre de discussion qui valait un hochement de tête autour d'un thé à la boulangerie ou après la messe. Quoi qu'il en soit, c'était quelque chose à supporter avec patience. Miss Marple, cependant, n'était pas là uniquement pour la mousse. Elle avait entendu dire par la jeune Émilie Spindle, dont la tante tenait les comptes de la crèche locale, qu'il y avait quelque chose d'étrange dans le dernier grand livre. Une erreur de numérotation, ou peut-être une page manquante. Émilie avait haussé les épaules, la considérant comme une simple comptabilité fastidieuse. Miss Marple, dont l'esprit s'épanouissait dans les choses ennuyeuses, n'avait pas fait de même. Au moment où l'orateur racontait une charmante anecdote sur la culture du lichen dans les vallées suisses, un éternuement retentit dans la salle. Plusieurs têtes se tournèrent, et quelques-uns froncèrent les sourcils, poliment consternés. L'éternuement provenait du professeur Lionel Babington, le botaniste le plus distingué et le plus excentrique du village. Le professeur Babington était assis au premier rang, entouré de deux de ses connaissances de la haute société. Il serait un grand mouchoir brodé des initiales rouges, se mouchant bruyamment et ne s'excuserait pas. Le regard de Miss Marple s'attarda sur le mouchoir. Non pas pour une raison particulière, mais parce qu'elle remarqua qu'il s'agissait du monogramme d'une femme. L'orateur hésita un instant, puis reprit. Alors que la réunion touchait à sa fin, les membres se déplaçaient, inconfortables après une longue séance, ajustant chapeau, manteau et gants, impatients de savourer le thé et le gâteau aux graines qui suivaient traditionnellement. Mais ce jour-là, le thé a été retardé. Alors que les portes de la petite cuisine s'ouvraient, un faible halètement s'éleva de quelqu'un près de l'avant. Une femme membre du comité se tenait là, une main agrippée au cadre de la porte, l'autre tremblante vers le couloir derrière elle. « Il y a quelqu'un par terre, dit-elle d'une voix rauque. Dans la réserve. Je crois que c'est mademoiselle Tansy. Tansy triple. La secrétaire de la Fellowship Society. Jeune, vive, soignée et d'une ponctualité irréprochable. Une femme aux poignées de main franches et aux presse-papiers impeccables. En quelques instants, l'assemblée se transforma en murmure et en pas précipités. Miss Marple ne se leva pas immédiatement. Au lieu de cela, elle resta assise, les mains jointes sur son sac à main, observant ceux qui se précipitaient et ceux qui s'attardaient. L'inspecteur Cray arriva dans l'heure, fronçant les sourcils tandis qu'il passait devant le plateau de gâteaux déçus et pénétrait dans le couloir. « Elle est bel et bien morte, confirma-t-il au bout de quelques minutes. Un coup à la tête, peut-être. Quelque chose de pointu. Miss Marple avait suivi à une distance polie, s'arrêtant juste avant la porte fermée par du ruban adhésif. On m'a dit qu'elle avait un registre, dit-elle doucement, à personne en particulier. Elle était toujours très ordonnée. Elle ne laissait personne y toucher. La remarque se répandit dans la pièce comme l'odeur subtile mais non inaperçue de la lavande séchée. Elle l'avait sur elle, marmonna Cray en jetant un coup d'œil à l'agent. Mais il n'est plus là. Et c'était là, pensa Miss Marple, le problème. Ni le corps, ni l'arme. L'absence. Ce registre manquant, plus que toute autre chose, était la raison pour laquelle quelqu'un avait risqué un scandale. Plus tard dans la soirée, après que les agents eurent recueilli les dépositions et que la plupart des membres de la société furent rentrés chez eux, Miss Marple s'assit de nouveau dans son salon. Elle augmenta légèrement le feu,
jeta un coup d'œil à la tasse de thé qui refroidissait sur la table basse et attrapa son tricot. Mais ses pensées n'étaient pas tournées vers le fil. Un éternuement, un mouchoir, un grand livre. Cela a toujours commencé ainsi, avec quelque chose que personne n'a remarqué et quelque chose que quelqu'un espérait que personne ne remarquerait. Elle parlera à Émilie demain. Et peut-être aussi au professeur. Après tout, il avait éternué juste au moment où l'orateur arrivait au passage sur les sports et les variétés rares de mousse. Et si l'instinct de Miss Marple ne se trompait pas, quelque chose de désagréable se tramait sous la mousse depuis un certain temps. Le lendemain matin, la pluie revint à l'Arton Bishop sous la forme d'une bruine continue, tapotant poliment aux fenêtres sans jamais trop insister. Miss Marple s'en réjouit. Un tel temps avait tendance à retenir les villageois à l'intérieur, loin des abris de jardins et des étals de marché, et les incitait à bavarder si l'on croisait quelqu'un. La pluie déliait les langues, surtout lorsqu'elle était accompagnée d'une bouilloire chaude et d'un intérêt poli. Elle passa la première partie de la matinée à écrire un mot à Émilie Spindle, plié avec précision et remis par l'intermédiaire du garçon boulanger, qui passerait devant la crèche en route pour l'école. Ce n'était pas urgent, simplement par curiosité, aurais-tu le temps de prendre le thé cet après-midi? J'aimerais te demander quelque chose, rien de dérangeant, juste à propos de chiffres et de noms, et peut-être un peu de mousse. À 2 heures, le feu du salon était allumé, les biscuits disposés avec soin et un pot d'assam infusé sur le plateau lorsqu'Émilie arriva. C'était une jeune femme brillante et raisonnable, au regard clair et qui avait tendance à pincer les lèvres avant de parler, signe, Miss Marple le croyait toujours, de quelqu'un qui pesait soigneusement ses mots. « Mademoiselle Marple, dit-elle en s'installant dans le fauteuil rembourré, je n'ai pas arrêté de penser à hier. À Mademoiselle Triple. Je sais qu'elle peut être brusque parfois, mais elle s'est arrêtée. Elle était méticuleuse, a déclaré Miss Marple en versant le thé. Oui. Et confidentielle. Surtout concernant le grand livre. Elle n'a même pas laissé Monsieur Pilcher, le trésorier, y toucher. Je lui ai parlé une fois d'une petite anomalie, juste un chiffre qui ne correspondait pas à l'ordre des graines. Elle a balayé l'affaire d'un revers de main. Elle a dit que c'était corrigé et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Miss Marple lui tendit une tasse. Quel genre de divergence? Un petit achat chez un grossiste qui n'apparaissait pas sur la facture principale. C'était pour des gants, curieusement. Des gants de jardinage, je suppose. Mais c'était sous un autre code fournisseur. Un code que je ne connaissais pas. Miss Marple le remarqua discrètement. Quelqu'un d'autre était-il au courant de cela? J'en doute. Elle a manipulé ce livre comme le journal d'un vicaire. Elle l'a enfermé dans l'armoire du bureau de la fraternité. Et pourtant, dit Miss Marple en remuant son thé, quelqu'un l'a pris hier, peu de temps après sa mort. Émilie fronça les sourcils. L'inspecteur Cray a dit qu'il avait peut-être été retiré pendant la confusion. Mais je n'y crois pas. Mademoiselle Triple l'avait sur elle, j'en suis sûr. Il était toujours sous son bras lors de ces réunions. Ils sirotèrent un verre en silence un instant. Dehors, la pluie s'était réduite à une légère brume, brouillant la vue des roses trémières contre la clôture. Saviez-vous, dit enfin Miss Marple, que le mouchoir du professeur Babington portait les initiales d'une femme? Émilie cligna des yeux. Moi non. Il était monogrammé d'un A à fil rouge. Audacieux, voire théâtral. On ne s'attendait pas à un tel résultat de la part de Lionel Babington, à moins que je ne l'ai complètement mal interprété. Ce qui n'est pas mon cas. Émilie pinça de nouveau les lèvres. Il insistait plutôt bien. Il aimait être le centre de l'attention. Il citait toujours Linné et attribuait faussement certaines choses à Darwin. Mais il était charmant, sans être inoffensif. Miss Marple esquissa un léger sourire. L'innocuité est un manteau que l'on porte plus souvent qu'on ne le pense. Cet après-midi-là, Miss Marple traversa lentement et sans parapluie la place du village et remonta la grande route où se dressait la maison du professeur Babington, nichée derrière un rideau de haies et de rosiers de fin d'été. La maison était plus ostentatoire que charmante,
avec ses volets peints et son portail en fer forgé, mais elle convenait parfaitement à un homme qui appréciait les spectacles, qu'il soit horticole ou bavard. Elle frappa une fois. Une minute plus tard, la porte s'ouvrit. « Mademoiselle Marple », dit le professeur avec un léger geste théâtral, comme pour accueillir un public. « Quelle agréable surprise !»« Entrez. Attention aux bottes, je reviens du catalogage des orchidées. » Il la conduisit dans un salon qui sentait vaguement la terre et le cirage. Sur une table près de la fenêtre se trouvait une tasse de thé à moitié vide, et à côté, une pile de magazines, Gardner Carterly, The Times Literary Supplement et, curieusement, un ancien numéro de The Strand. « Je ne vous prendrai pas beaucoup de temps, dit-elle en s'installant délicatement dans un fauteuil bas. Je pensais juste à la pauvre Miss Triple. Et j'ai cru comprendre que vous étiez parmi les derniers à la voir. » Il haussa un sourcil. « Effectivement. Mais la plupart d'entre nous l'étaient aussi. »« Tu as éternué, dit-elle doucement. » Il a ri. « Moi aussi, oui. »« C'est horrible, non ? Ça devait être de la lavande près des premiers bancs. Ou peut-être quelque chose dans l'après-rasage de l'orateur. » Miss Marple pencha la tête et le regarda remuer le sucre dans une nouvelle tasse. « Votre mouchoir était assez particulier. »« Celui d'une femme, je crois ?» Il marque une pause, juste assez longue. « Un cadeau, dit-il doucement. De ma défunte sœur, Arabella. Une vraie brodeuse. Je le porte par habitude. » Je vois. Et le grand livre ? Quel registre ? Celui que Miss Triple portait toujours. Il semble avoir disparu. Oh, dit-il d'une voix légèrement plus aiguë. C'est curieux. Peut-être l'avait-elle égaré. Elle était terriblement méthodique, mais oublieuse de détails. Miss Marple ne dit rien. Un silence s'est prolongé. Je suppose, ajouta le professeur, que la police va bientôt le découvrir. C'est toujours le cas dans ce genre d'affaires. Miss Marple partit 10 minutes plus tard, revenant à pied sous un ciel qui commençait à s'éclaircir. Elle passe devant la boulangerie, où les premiers pains de la fournée du soir répandent leur chaleur familière, et continuèrent vers la verdure. Quelque chose dans les appartements du professeur l'avait frappée, sans qu'elle puisse vraiment dire quoi. Le thé était à moitié bu, certes, mais ce n'était pas inhabituel. Aucun livre n'était déplacé, aucun papier n'avait été rangé à la hâte. Mais il y avait quelque chose. Un magazine. Le Strand. Elle avait remarqué que la colonne vertébrale était fissurée et qu'elle racontait une histoire de meurtre dans un jardin botanique impliquant du poison. Cela n'aurait peut-être rien signifié. Ou peut-être s'agissait-il, comme l'éternuement, d'un de ces détails discrets dont les gens espèrent qu'ils passeront inaperçus. Mais pas par Miss Marple. Jamais. Le lendemain matin, le soleil était revenu, baignant les haies d'une douce lumière onctueuse et séchant les chemins de pierre qui luisaient sous la pluie quelques heures plus tôt. L'Arton Bishop, dans son charme propre et bien balayé, avait à peu près la même apparence que d'habitude. Mais sous ses surfaces soignées, perçait un courant sous-jacent de spéculations silencieuses, un bourdonnement de voix, un raffinement des regards. La mort, surtout en présence de personnes, avait cet effet. Miss Marple se tenait près de la fenêtre de son salon, les doigts croisés, non pas à contempler le paysage, mais à suivre intérieurement le déroulement des événements comme on trace des points sur une vieille broderie. Mort par effondrement, avait-il dit. Cause naturelle. Et pourtant, aucun signe avant-coureur de détresse n'avait été observé avant la fin. Miss Triple, bien que âgée, était restée droite, posée, même un peu fière, lorsqu'elle avait prononcé son dernier discours devant le club de jardinage. Puis un éternuement, un changement d'attention, et elle avait disparu. Les gens disparaissaient souvent discrètement, certes, mais rarement sans prévenir. Et plus rarement encore lorsque leurs effets personnels, longtemps gardés et verrouillés, disparaissaient quelques instants plus tard. Elle se retourna et attrapa son léger cardigan. La matinée était trop belle pour ne pas passer un coup de fil.
Et elle avait quelqu'un en tête, Monsieur Pilcher, le trésorier de la société. Il habitait un cottage juste à côté de la boulangerie, dont le portail était recouvert de lavande et sur lequel était gravée une plaque en bois patiné, Apple Tree Corner. Miss Marple le connaissait, de passage, depuis près de 20 ans. C'était un homme doux, aussi timide que poli, aux yeux larmoyants et aux chaussures souples. Il ouvrit la porte avec une expression surprise, qui céda rapidement la place à quelque chose qui ressemblait à du soulagement lorsqu'il vit de qui il s'agissait. « Mademoiselle Marple, dit-il en reculant. Je vous en prie, entrez. » Le salon sentait vaguement le pain grillé et le vieux papier. Des piles de dossiers s'alignaient dans un coin de la bibliothèque, non pas au hasard, mais méthodiquement rangées, chacune portant des dates écrites à l'encre délicate d'un stylo plume. Rien ne laissait présager de la richesse, ni de la prétention à l'être. Mais tout dans cet espace suggérait un homme qui aimait les choses à leur place. « Je ne vous retiendrai pas longtemps, » dit Miss Marple en s'installant dans le fauteuil le plus proche. « Je vous dis simplement qu'il y a quelque chose qui me tracasse et, je le soupçonne, qui vous tracasse. » Pilcher cligna rapidement des yeux et ses mains s'agitèrent avec le bord d'une soucoupe ébréchée. « Le registre, dit-elle doucement. Tu as remarqué son absence. » Il fait un petit signe de tête. Elle la portait toujours. À chaque réunion, même quand ce n'était pas nécessaire. C'était sa façon de faire. Oui. Une sorte d'armure, je suppose. Mais elle a disparu, n'est-ce pas? Il hésita, puis murmura. Oui. Je suis resté pour aider à plier les chaises. Quand je l'ai regardé, il avait disparu. Avez-vous dit quelque chose à l'inspecteur? Ino. Je n'étais pas sûr que ce soit ma place. Miss Marple lui lança un regard bienveillant. La vérité n'a pas besoin de permission, Monsieur Pilcher. Il expira, ses épaules se détendent. Il y avait des chiffres là-dedans, murmura-t-il. Des entrées qui n'avaient aucun sens. Un achat d'azalées pour la foire d'hiver, sauf que nous n'en avions jamais commandé. Une autre ligne était marquée, traitement d'hiver du sol, mais je n'ai jamais vu la facture. Les yeux de Miss Marple s'aiguisèrent. Et Miss Triple? Elle a dit qu'elle expliquerait tout cela lors de l'audit annuel. Que tout était comptabilisé. Mais oui? Elle avait l'air anxieuse. Comme si elle protégeait quelque chose. Ou quelqu'un. Miss Marple sirotait son thé. Dites-moi, Monsieur Pilcher, avait-elle des ennemis? Non. Mais elle avait des ombres. Des gens en qui elle n'avait pas confiance. Miss Marple insista doucement. Quelqu'un en particulier? Il hésitait. Il y a eu un désaccord au printemps dernier. Avec Richard Blake. L'agent immobilier? Pilcher acquiesça. Il proposa de financer la nouvelle serre de la société en échange des droits d'appellation. Mademoiselle Triple refuse avec force. Elle déclara qu'il était inconvenant pour la société de vendre son âme pour des vitres. Miss Marple croisa les mains. Et a-t-il mal réagi? Les lèvres de Pilcher se pincèrent. Il menaça de cesser tout soutien à la pépinière. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il prévoyait de nouvelles acquisitions de terres, peut-être à la frontière sud de la société. C'était bien le cas, pensa Miss Marple en rentrant chez elle plus tard, tout cela commençait à paraître bien lourd pour une simple association de jardinage. Terrain, registre, fonds retenus et maintenant un livre disparu contenant des inscriptions curieuses, peut-être volontairement effacées. Elle s'arrêta près de la verdure où quelques moineaux picorent des miettes près du banc. L'air sentait la terre et les feuilles fraîches. Elle repensa à la remarque désinvolte d'Émilie Spindle sur la mousse. Émilie avait évoqué une dépense inhabituelle, Mademoiselle Triple avait négligé les gants et les traitements de sol. Et maintenant, Monsieur Pilcher a constaté la même chose. Mousse, gants, terre. Pas vraiment les instruments du meurtre, peut-être, mais le poison n'était pas aussi courant qu'on pourrait le croire. Le regard de Miss Marple se porta sur le panneau d'affichage du village, tout proche.
quelqu'un avait accroché un prospectus pour l'exposition florale à venir. En dessous, épinglé de manière inégale, se trouvait un mot manuscrit annonçant un spécimen de plante rare, adapté aux serres ou aux petits jardins. L'écriture était bouclée et bâclée, signée uniquement par Herbey. Elle sourit faiblement. Richard Blake. Plus tard dans l'après-midi, elle se rendit chez l'apothicaire, non pas pour de l'aspirine, qu'elle possédait déjà, mais pour se renseigner délicatement sur le permanganate de potassium, un composé qui avait ses utilisations dans le traitement des sols mais qui pouvait aussi, lorsqu'il était mal utilisé, avoir des effets plus sinistres. « J'ai bien peur que nous n'ayons plus de stock, » dit le jeune homme derrière le comptoir, les sourcils froncés. Quelqu'un en a acheté le dernier il y a une semaine. Une demande inhabituelle, vraiment. On ne voit plus beaucoup de jardiniers demander ça. Les doigts de Miss Marple tapotèrent légèrement sur son réticule. « Vous souvenez-vous de qui l'a acheté ?» Le jeune homme plissa les yeux. Un gentleman de grande taille, cheveux poivre et sel. Un élégant manteau. Oh! Il laissa tomber une carte. Son nom était imprimé dessus. Il disait travailler chez Blake et Carter, l'agence immobilière. Le visage de Miss Marple reste calme. A-t-il dit à quoi ça servait? Il a marmonné quelque chose à propos de champignons. Il n'a pas semblé très intéressé par les conseils, il a juste payé et est parti. Dehors, la lumière commençait à faiblir, le ciel se parait de pêche et d'or pâle. Miss Marple rentre chez elle à pas lents, ses pensées allant plus vite que ses pas. Le registre avait disparu. Un produit chimique rare avait été acheté. Et il y avait des chiffres, discrets et curieux, enfouis dans les marges d'un livre que quelqu'un avait désespérément voulu ne pas retrouver. Mais la vérité, elle le savait, avait le don de laisser ses traces non pas dans de grands gestes, mais dans des demi-gestes et des regards fugaces. Et quelque part entre la mousse et l'argent, les réponses attendaient d'être découvertes. En arrivant à son portail, elle remarqua quelque chose sur le pas de sa porte. Une enveloppe simple, sans aucune écriture, seulement scellée avec un peu de cire. À l'intérieur se trouvait une seule feuille pressée. Comme une fougère. Brun pâle. Et soigneusement pliée autour d'un coin déchiré d'une page. Doublée et tachée d'encre. D'un grand livre. Le lendemain matin, le ciel était clair et net, la pluie ayant lavé les pierres et les toits du village d'une douce lumière. Des moineaux voletaient autour des haies, et l'odeur de l'herbe trempée de rosée persistait jusqu'à l'heure du petit déjeuner. Miss Marple, cependant, toucha à peine à son thé. Le morceau déchiré du registre gisait encore plié dans sa poche, les bords lissés sans cesse par des doigts distraits. Elle l'avait examiné attentivement la veille au soir. Le coin portait 3 annotations, une date, le nom d'une plante qu'elle ne reconnaissait pas et un petit chiffre en livre. Ce n'était rien de répréhensible en soi, mais il y avait indéniablement quelque chose d'intentionnel dans la façon dont il avait été livré. Et plus encore, ce qu'il laissait entendre, c'est que quelqu'un d'autre connaissait le contenu du registre. Quelqu'un qui avait eu accès à ces pages avant sa disparition. Après s'être lavé, Miss Marple enfila son chapeau et ses gants et se dirigea vers le vieux presbytère, où Émilie Spindle vivait avec son père. Le pasteur, le révérend Spindle, était âgé et presque sourd, mais Émilie était vive et bavarde, dotée d'une mémoire de chien fidèle et toujours à ses côtés. Si quelqu'un savait qui avait été près du registre avant sa disparition, c'était bien Émilie. Elle est arrivée et a trouvé Émilie en train de tailler un buisson de camélias avec une agressivité inhabituelle. « Oh, Miss Marple, dit Émilie en tressaillant légèrement et en posant ses ciseaux. Vous m'avez surprise. Mes excuses, ma chère. Les fleurs sont magnifiques, même si j'ose dire que les camélias ne sont pas de cet avis. » Émilie rit nerveusement et s'essuya les mains sur son tablier. Je suppose que je suis encore sous le choc. Je vois sans cesse Miss Triple avec ses gants et son petit carnet. Miss Marple hocha la tête. Vous étiez assez proche d'elle, n'est-ce pas? Je suppose que oui. Je l'ai aidée à organiser la vente de bulbes l'année dernière, et elle me demandait parfois d'aller chercher les clés à la salle paroissiale. Des clés?
La voix de Miss Marple était douce. Pour le meuble où étaient rangés les documents de la société, sachets de graines, vieux bulletins d'information, outils supplémentaires. Elle était très protectrice de ce meuble. Miss Marple a classé ça. Le registre y a-t-il jamais été conservé? Oh non. Elle l'apportait toujours elle-même. Elle le transportait dans son sac en toile verte. Elle ne le quittait jamais des yeux. Même quand elle est arrivée tôt? Émilie hésita. Il lui arrivait de le laisser sur la table d'exposition pour saluer les gens. Mais seulement une minute ou deux. Miss Marple sourit doucement. Et l'avait-elle fait lors de la dernière réunion? Je crois. Je ne regardais pas très attentivement. On était en train de préparer les plateaux de sandwich, et elle était distraite. Distrait? Émilie se mordit la lèvre. Elle parlait à quelqu'un à la fenêtre. À voix basse. Je m'en souviens parce qu'elle avait l'air perturbée. Vous vous souvenez de qui c'était? Émilie fronça les sourcils. Il me tournait le dos. Mais je crois que c'était Monsieur Carter. Le plus jeune. Il travaille avec Monsieur Blake à la succession. Les sourcils de Miss Marple se haussèrent légèrement. Thomas Carter? Oui, c'est lui. Poli, mais bon, je suppose que je ne devrais pas le dire. Inutile de le dire à voix haute, ma chère. Je suppose que beaucoup y ont réfléchi. Il donne l'impression de jouer à long terme. Émilie rougit, mais ne dit rien. Miss Marple quitta le presbytère avec plus de questions que de réponses, même si la toile d'araignée s'était légèrement éclaircie. Si Thomas Carter avait parlé à Miss Triple quelques instants avant son effondrement, près du registre abandonné, il méritait désormais une enquête discrète. Elle s'arrêta ensuite à la bibliothèque, un modeste bâtiment niché près de la rue principale, où Mademoiselle Lassie, la bibliothécaire à temps partiel, s'occupait des rayons avec une précision maternelle. Miss Marple feuilletait les livres d'un air absent avant de s'approcher du comptoir et de poser une question posée à voix basse. Mademoiselle Lassie, gardez-vous une trace de qui a emprunté quel livre de jardinage récemment? Miss Lassie leva les yeux de son tamponnage avec un clignement curieux. Bien sûr. Ces 6 derniers mois, nous avons connu une petite augmentation, probablement due à l'exposition florale. Quelqu'un en particulier empruntait-il des livres sur les plantes exotiques? Les champignons, peut-être? La bibliothécaire a fouillé dans son registre. Voyons voir. Ah. Oui. J'en ai emprunté un il y a quelques semaines, agent des sols tropicaux et leur application. Emprunté par Monsieur Carter. Miss Marple la remercia, emprunta un petit volume et se dirigea vers la boulangerie pour acheter une petite tarte aux amandes, non pas pour elle-même, mais comme excuse pour passer devant le bureau immobilier de Blake et Carter. À l'intérieur, elle trouva les stores à moitié baissés et une seule silhouette assise au bureau, Thomas Carter lui-même. Il se leva en la voyant, poli, posé et un brin trop raffiné. Mademoiselle Marple. Quel plaisir. De même, Monsieur Carter, je passais par là et j'ai pensé vous demander si j'avais bien entendu que vous parrainez une nouvelle serre pour la société. Son expression s'est figée un instant. Nous lui avons proposé, oui. Cela semblait convenir. Notre cabinet accorde une grande importance à l'enrichissement communautaire. Miss Marple sourit gentiment. En effet. Et pourtant, Miss Triple aurait rejeté l'idée avec fermeté. Les lèvres de Carter s'étirèrent en un léger sourire, mais ses yeux ne suivirent pas. Elle avait des opinions bien arrêtées. Malheureusement, cela rend parfois le progrès difficile. Elle avait aussi de forts soupçons, je suppose. Carter haussa les sourcils. Vraiment? Miss Marple pencha la tête. Voyez-vous, quelqu'un a fait tout son possible pour soustraire un livre important. On se demande pourquoi. Il a croisé les mains. Insinues-tu que j'ai quelque chose à voir avec ça? Le ton de Miss Marple reste léger. Pas du tout. Mais je me demandais si un homme craignait qu'un dossier de traitement des sols, des écarts financiers,
et peut-être d'autres informations, tombent entre de mauvaises mains, ne pourrait-il pas envisager d'agir en premier? Un silence s'installa entre eux. Puis Carter sourit à nouveau. Le jardinage est un monde étonnamment compétitif, Miss Marple. Elle hocha la tête, puis se retourna pour partir. Comme c'est le cas pour l'immobilier. Plus tard dans la soirée, Miss Marple était assise, sa tarte intacte à côté d'elle, le mot de l'enveloppe délicatement épinglé à son bureau. Elle compara la tache d'encre sur le papier déchiré aux traits estompés d'un document similaire, conservé il y a longtemps dans une affaire totalement différente. Le motif correspondait. Quelqu'un avait délibérément falsifié le registre, non seulement pour cacher des chiffres, mais pour les altérer. Elle ouvrit un cahier et écrivit une seule ligne, « Suivez la serre. Suivez la mousse. » Dehors, le vent se leva légèrement, faisant bruisser les rosiers du jardin. Une ombre passa sous sa fenêtre, puis une autre. Elle marque une pause, mais ne se relève pas. Celui qui regardait ferait mieux de savoir qu'elle regardait aussi. Le lendemain matin apporte une chaleur inhabituelle pour le printemps, de nature à annoncer une période de sécheresse. Le courrier du matin était arrivé à l'heure, et Miss Marple était assise à son bureau, une enveloppe fraîche à la main. Il n'y avait pas d'adresse de retour, mais l'écriture était indubitable, elle appartenait à Miss Agnès Triple. À l'intérieur se trouvait une seule carte. Une fougère pressée était glissée à l'intérieur, et en dessous, un mot écrit en écriture serrée et arachnéenne, « Ils ont menacé de retirer le financement si je parlais. Mais vous savez quoi chercher. Suivez l'orchidée bleue et ce qui n'est pas dans le registre. » Elle était datée de 3 jours avant sa mort. Miss Marple fixe la carte pendant plusieurs minutes, sa tasse de thé refroidissant à côté d'elle. La fougère était symbolique, sans aucun doute, mais les mots étaient plus révélateurs. Ce qui ne figurait pas dans le registre impliquait une absence délibérée. Et l'orchidée bleue, une plante exotique jamais mentionnée dans les conversations du village, pourrait bien être la clé pour démêler cette affaire complexe. Elle glissa la carte dans son panier à tricot et se leva. En fin de matinée, elle se trouvait aux portes de la propriété récemment acquise par Blake et Carter, à la lisière du village de Winmer Green. Autrefois un domaine majestueux, il était partiellement en ruine jusqu'à ce que le cabinet annonce son intention de restaurer les jardins et de les transformer en parc de loisirs et en serre. Mademoiselle Triple s'était prononcée contre ce projet lors de la dernière réunion du conseil municipal. Le portail grinça lorsqu'elle franchit le seuil. Le gravier crisse sous ses pas tandis qu'elle approchait de l'immense serre, une structure de verre à moitié achevée qui brillait au soleil. L'odeur de terre et de toile humide emplissait l'air. Un jeune jardinier se tenait à proximité, époussetant la terre de son pantalon. Il la remarqua avec une surprise polie. « Bonjour, madame. Vous cherchez quelqu'un » Miss Marple sourit. Elle admirait simplement la construction. « Je me souviens de cet endroit où la vieille volière était encore debout. » L'homme hocha la tête. Il prévoit de construire une aile tropicale là où elle se trouvait. Orchidée et tout. L'idée de Monsieur Blake. Le regard de Miss Marple s'aiguisa. Monsieur Blake a l'œil pour les orchidées, n'est-ce pas? Apparemment. J'en ai reçu un la semaine dernière. Un truc bleu rare. Ça mérite une ambiance spéciale. C'était la confirmation dont elle avait besoin. Elle s'attarda encore quelques minutes, puis remercia l'homme et retourna vers le village. Elle s'arrêta de nouveau au bureau du domaine, cette fois-ci, où elle croisa Monsieur Blake en personne alors qu'il sortait déjeuner. Il la salua aimablement, époussetant ses manches. « Miss Marple. J'espère que les villageois ne m'accusent pas d'avoir détruit quelque chose de trop précieux. » Elle esquissa un léger sourire. « Pas du tout. Pourtant, j'ai entendu dire que la nouvelle serre attirerait les orchidées bleues, rien de moins. » Il cligna des yeux. « Ah oui. Juste un petit ajout. » Elle pencha la tête. Mademoiselle Triple aurait eu une opinion bien arrêtée à ce sujet. Un éclair traversa son visage. Oui, elle semblait perturbée ces derniers temps.
Êtes-vous suffisamment perturbé pour vous inquiéter? Monsieur Blake plissa les yeux. Que insinuez-vous? Je n'insinue rien, répondit-elle doucement. Elle se contenta de constater que quelque chose de très coûteux était planifié en catimini et que les finances de la société étaient, tout à coup, menacées. Il eut un petit rire. Ce grand livre? Absurde. On fait des montagnes d'une taupinière. Vous savez comment sont les petites villes? Miss Marple inclina la tête. Oui. Mais les petites villes savent aussi se souvenir des détails. Surtout quand elles sentent la mousse et l'argent mêlés dans un même souffle. Plus tard, à la maison, Miss Marple a passé en revue ce qu'elle savait. L'orchidée bleue n'était pas un simple luxe, c'était un signal. Le symbole d'une chose coûteuse, cachée et non comptabilisée. Si elle avait été livrée discrètement, sans être consignée dans le registre de la société, cela suggérait un détournement de fonds, voire une corruption. Et si Mademoiselle Triple l'avait découvert et menacé de le révéler, quelqu'un avait de bonnes raisons de la réduire au silence. La pièce finale, cependant, ne provenait pas d'un suspect, mais de la source la plus modeste. Madame Weatherby, la maîtresse de poste, a frappé cet après-midi avec un colis et un pot de bouture de rosier. J'ai pensé que ça pourrait te plaire, dit-elle en déposant le petit bouquet sur le pas de la porte. Et hier, j'ai trouvé quelque chose de curieux. Miss Marple cligna des yeux. Oh! Madame Weatherby lui tendit une enveloppe froissée. Elle fut renvoyée par la poste. Envoyée de notre village, mais adressée à Londres. Elle revient marquée non distribuable. Miss Marple l'ouvrit lentement. L'enveloppe était adressée au docteur Elkin, un nom qu'elle ne connaissait pas, et contenait une copie carbone d'une page du registre de la société. Pas le registre complet, mais une page indiquant les achats, engrais, semences, gants et une grande entrée simplement marquée « Consultation en verrerie 220 livres sterling ». Elle leva les yeux. D'où cela vient-il? Il a été déposé dans notre boîte aux lettres 2 jours avant la mort de la pauvre Agnès. Il n'a jamais été posté correctement, pour une raison inconnue. Je me suis dit que cela pourrait avoir une importance. C'est ce qui s'est passé. Elle tient la page à la lumière. Elle correspondait à l'écriture du fragment. Mais surtout, les chiffres ne correspondaient pas. Le coût avait été gonflé de près de 100 livres sterling et réparti sur des entrées sans rapport. Fraude. Miss Triple l'avait découvert et avait essayé d'envoyer des preuves. Miss Marple s'assit lentement, pressant l'enveloppe contre ses genoux. L'orchidée, la serre, le registre étaient tous liés. Mais la question était, qui avait le plus à gagner? Elle était presque décidée lorsqu'elle remarqua quelque chose d'étrange à propos du cachet de la poste. L'enveloppe n'avait pas été timbrée avec l'encre habituelle du village, mais avec un style différent, légèrement flou, décentré. Un faux? Ou simplement une erreur? Elle décrocha le téléphone et appela son neveu Raymond, qui avait autrefois travaillé chez un notaire à Londres. « Raymond, mon cher, connais-tu le docteur Elkin, du cabinet Orchid & Grove Associates ?» Il y eut un silence. Puis, ce n'est pas un vrai cabinet, tante Jane. Nous avons utilisé ce nom une fois comme entrée-test dans une affaire de fraude. Pourquoi cette question? Le sourire de Miss Marple s'est transformé en quelque chose de calme et de froid. Parce que quelqu'un avait falsifié un nom afin de détourner les soupçons. Et que quelqu'un avait sous-estimé à quel point les vieux yeux pouvaient encore voir clairement. Elle posa doucement le récepteur. Il était temps de parler une fois de plus avec Monsieur Carter. Mais pas seul. Il était presque midi lorsque Miss Marple se remit en route, le vent étant tombé et les nuages se retirant en minces rubans dans le ciel. Ses pas ne la conduisirent pas encore à la porte de M. Carter, non, cette conversation nécessitait du temps et de la présence, mais plutôt à la modeste chaumière de Monsieur Harold Fernleg, un homme qui avait passé plus d'années à se couvrir de terre que beaucoup n'en avaient passé à respirer. Monsieur Fernleg était le gardien de la société. Ni tapa accent grave-l'œil, ni sociable, et certainement pas bavard. Mais il était présent,
jour après jour, entretenant discrètement les massifs d'herbes aromatiques, retournant le compost, taillant des branches que personne d'autre ne remarquait. Un homme, en somme, qui voyait tout parce que personne ne pensait à le regarder. Miss Marple le trouva derrière les abris de jardin, penché sur un plateau de semis. « Bonjour, monsieur Fernleg », appela-t-elle doucement. Il leva les yeux, pliant les yeux sous son chapeau. « Bonjour, Miss Marple. Je ne vois pas beaucoup de visiteurs par ici. Je ne pense pas. Mais c'est précisément à vous que je souhaite parler, si vous avez un moment. » Il s'essuya les mains avec un chiffon et désigna un tabouret en bois à proximité. Il est toujours temps pour quelqu'un qui connaît la valeur des questions posées à voix basse. Elle s'assit et le regarda se déplacer parmi les plateaux. Miss Triple avait une haute opinion de vous. Harold hocha la tête. Elle avait le sens de l'ordre. Elle ne s'occupe pas des fleurs. Elle les laissa pousser naturellement. Vous a-t-elle déjà fait part de ses inquiétudes concernant le nouveau développement? Il hésitait. Pas directement. Mais je la voyais debout près de la borduraie, là où la nouvelle structure de la serre était installée. Toujours les sourcils froncés. Se parlant à elle-même. Miss Marple croisa les mains sur ses genoux. Vous avez peut-être remarqué autre chose. Peut-être à propos d'une livraison la semaine dernière? À ces mots, monsieur Fernleg fronça les sourcils. Vous voulez dire la caisse avec le ruban adhésif bleu? Des choses lourdes. J'ai trouvé ça bizarre. Blake a insisté pour qu'elle ne soit ouverte qu'à l'intérieur de la serre principale. Il a dit qu'elle était thermosensible. Il se frotta la mâchoire. Mais ce n'était pas de nos fournisseurs habituels. L'étiquette était imprimée, mais les timbres étaient faux, à mon avis. Trop lisse. Pas de stries. Une légère brise agitait le lierre le long du mur. Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. As-tu vu ce qu'il y avait à l'intérieur? Non. Mais j'ai entendu Blake dire à Carter, assure-toi que ce n'est pas dans le registre. Je ne pensais pas être à proximité. Cela a dû paraître très étrange. M. Fernleg la regarda pour la première fois en entier, non pas comme une gentille vieille dame s'enquérant des semis, mais comme quelqu'un avec une intention plus précise. Il cache quelque chose, dit-il finalement. Mademoiselle Triple le savait. Je crois qu'elle a essayé de prévenir quelqu'un. Elle l'a fait, dit Miss Marple doucement. Moi. Ce soir-là, elle organisa un goûter avec Madame Weatherby et la femme du pasteur, invitant également la jeune Lucie, l'apprentie à la bibliothèque. Ce n'était pas une réunion ordinaire, et c'est précisément pour cette raison qu'elle n'éveilla aucun soupçon. Autour de tartelettes à la confiture et de génoises, elles parlèrent du temps, des livres et de la pourriture du jardin. Mais sous la surface, Miss Marple observait, notant les regards, les silences, la pâleur de Lucie à l'évocation de l'orchidée de Monsieur Blake. Elle attendit que la deuxième tasse soit versée avant de demander. Quelqu'un a-t-il visité la véranda depuis le décès de Miss Triple? Madame Weatherby secoua la tête. Ils l'ont gardée fermée. Ils ont dit que c'était pour réévaluation. Quoi que ça veuille dire. C'est drôle, songea Miss Marple à voix haute, qu'un endroit censé faire pousser des choses ait soudainement si peur d'être vu. Lucie leva alors les yeux, quelque chose de pris entre la culpabilité et la peur nageant derrière ses yeux. Je n'étais pas censé dire quoi que ce soit, commença-t-elle. Mais j'y suis allé. Une seule fois. J'ai utilisé la clé de mon cousin. Personne ne l'interrompit. Elle prit une profonde inspiration. Je voulais voir l'orchidée. Monsieur Carter s'en était vanté. Mais elle n'était pas en fleurs, elle était en train de faner. La moitié était brûlée, comme si elle avait été exposée à quelque chose de mal. À la chaleur, peut-être. Et près d'elle, il y avait des gants. Des gants de jardinage. Mais pas des gants bon marché. En cuir. Déchirés au bout des doigts. Miss Marple hocha lentement la tête. Avez-vous touché quelque chose?
Les mains de Lucie se refermèrent sur ses genoux. Seulement l'étiquette. Elle n'avait pas de nom. Juste une date, griffonnée. C'était plus que ce dont Miss Marple avait besoin. Le lendemain matin, elle se rend chez le pharmacien du coin, prétextant acheter un aliment pour son coude. Sur place, elle demanda nonchalamment si des commandes de spray pour orchidées ou d'engrais rares étaient arrivées. Le pharmacien, un jeune homme doté d'une excellente mémoire, confirma que M. Blake avait commandé une solution de potassium, généralement peu disponible, utilisée principalement pour forcer la floraison des plantes tropicales. Dangereux en grande quantité. Est-ce qu'il a mentionné à quoi cela servait ? Demanda-t-elle d'un ton léger. J'ai juste dit que c'était pour la recherche. Je voulais faire fleurir l'orchidée à temps pour la visite d'un investisseur. Je l'ai prévenu que ça pourrait endommager les racines, mais ça n'a pas semblé le déranger. Miss Marple rentre chez elle plus lentement que d'habitude. Miss Triple avait découvert des écritures falsifiées dans le grand livre. Une orchidée bleue était arrivée mystérieusement. Un spray potassique avait été commandé en secret. Et une deuxième paire de gants coûteux avait été laissée près de la plante censée symboliser la prochaine étape de la société. Ce que personne n'avait expliqué, c'était pourquoi elle était morte chez elle, sans aucun signe de lutte, mais avec une petite marque au bout des doigts. Une brûlure végétale? Une réaction chimique? Miss Marple retourna dans son salon et étala les faits devant elle comme des morceaux de tissu, les reliant non pas par la logique, mais par le caractère. Blake avait de l'ambition. Carter avait des relations. Et quelqu'un en qui il avait confiance avait utilisé sa connaissance des plantes non pas pour nourrir, mais pour réduire au silence. Et si l'orchidée n'avait pas simplement été mal utilisée? Et si ça avait été l'arme? Elle ramassa la fougère pressée que Miss Triple lui avait envoyée. Sous la bonne lumière, il révélait de faibles cloques le long de ses bords brûlés, comme si quelque chose de corrosif l'avait touché. Miss Marple cligna des yeux, puis se leva. Il était temps de tester sa théorie. Et elle connaissait exactement la personne qui pouvait aider quelqu'un qui devait à Miss Triple plus que du financement. Le chemin du village menant au jardin de l'apothicaire du docteur Margaret Bell était calme, bordé de murs de pierre et de fleurs sauvages. Et dans les heures qui suivent, Miss Marple commencerait enfin à resserrer le fil. Pas par accusation, mais sur invitation. Le portail en pierre de la maison du docteur Margaret Bell était légèrement entr'ouverte, des vignes s'enroulant autour de son cadre en fer forgé comme des doigts oisifs. Miss Marple, enveloppée dans son doux châle et tenant un petit paquet dans sa main gantée, l'ouvrit d'un léger coup de coude. Elle suivit le chemin de gravier qui serpentait entre des massifs surélevés d'herbes, de plantes médicinales et d'arbustes rares que seule une personne aussi dévouée que Margaret saurait cultiver dans le climat anglais. C'était un endroit tranquille, mais pas oisif. Un lieu de secrets enfouis dans le sol et de sagesse qui grandissait lentement, saison après saison. Jane dit une voix de l'autre côté du jardin. Margaret Bell sortit de la serre, les manches retroussées et les mains saupoudrées de sauge. Je me demandais combien de temps cela prendrait. Miss Marple sourit faiblement. J'ai tendance à arriver quand les choses commencent à fleurir ou à faner. Margaret rit en écartant une mèche grise de son front. Reviens, je viens de préparer une tisane à la mélisse. J'imagine que ce n'est pas que pour des raisons sociales? Ils s'assirent sur la véranda, séparés par une table en bois, polie par les années de temps et de conversation. Margaret versa le thé dans des tasses en porcelaine dépareillée. Miss Marple dépose le paquet sur la table et dénoua la ficelle. À l'intérieur se trouvait la fougère pressée envoyée par Eleanor Triple, soigneusement enveloppée dans du papier buvard. « J'ai besoin de tes yeux, dit doucement Miss Marple. Non pas en tant que médecin, mais en tant que personne qui sait comment les plantes parlent. » Margaret souleva la fougère avec précaution, les yeux plissés. « Brûlé, murmura-t-elle. Pas de dommages causés par le soleil. Une brûlure chimique. Quelque chose de caustique, mais pas d'acide. D'alcalin. » Elle se leva, entra et revint quelques instants plus tard avec une petite loupe. « Ceci, poursuivit-elle en désignant les cloques sur les bords,
suggère une exposition à un composé riche en potassium. De l'engrais, peut-être, à une concentration inadéquate. Mais c'est étrange. Il y a une tendance. Il semble que les dégâts ne soient pas accidentels. Miss Marple hocha lentement la tête. Je crois que Miss Triple a trouvé quelque chose, peut-être dans les massifs d'orchidées ou dans une cargaison, et que quelqu'un l'a réduite au silence avant qu'elle puisse en dire plus. Il n'y a eu aucun signe de violence, mais elle avait des brûlures au bout des doigts. Je soupçonne un contact avec une plante traitée. Margaret réfléchit à cela en sirotant son thé. Et tu crois que ça a un lien avec la nouvelle orchidée que Blake cultivait? C'est possible. Il y a plus, ajouta Miss Marple. Blake a demandé du nitrate de potassium au pharmacien. Des quantités inhabituelles. L'étiquette était falsifiée, la caisse non enregistrée dans le registre de la société. Margaret cligna des yeux. S'il appliquait cela pour forcer la floraison, cela pourrait se retourner contre lui, surtout sur les espèces tropicales non acclimatées. À forte dose, il devient volatile. Assez volatile pour provoquer des lésions cutanées? Margaret fronça les sourcils. Oui. Et selon la formule, cela peut devenir dangereux en cas d'inhalation ou d'ingestion. Ils restèrent assis en silence pendant un long moment, le jardin chuchotant autour d'eux. Miss Marple prit enfin la parole. Accepteriez-vous de tester la fougère? Discrètement? Margaret hocha la tête. Je vais comparer avec des échantillons traités avec le même composé. Cela prendra un jour ou deux. Merci, dit Miss Marple en se levant. Et Margaret, si quelque chose arrive et que quelqu'un remet en question votre travail ou votre présence, veuillez dire que vous me conseillez un baume contre l'arthrite. Les yeux de Margaret pétillaient. Bien sûr. Et Jane, sois prudente. Tu n'es pas la seule à savoir lire dans les pensées des gens. Cet après-midi-là, Miss Marple retourna sur la place du village et s'assit sur son banc habituel, devant le cimetière. Elle tricotait de nouveau, le fil d'un bleu pâle et doux, ses aiguilles claquant doucement. Elle ne recueillait plus de faits, elle préparait le terrain. Tôt ou tard, celui qui craignait la découverte d'Eleanor Triple se rendrait compte qu'il n'avait pas masqué toutes les traces. Et à ce moment-là, il agirait non pas par panique, mais par excès de confiance. Le regard de Miss Marple se porta vers l'autre côté de la rue. Monsieur Blake sortit du poste d'entrée de la société, tenant un long paquet enveloppé dans un tissu. Il le tendit à Carter, qui parut figé, son affabilité habituelle remplacée par une sorte de terreur. Derrière eux, Lucie regardait depuis les marches de la bibliothèque, son livre ouvert mais non lu. Tout cela commençait à bouillir lentement et délibérément. Ce soir-là, un message discret est arrivé, écrit à la main, non signé. Vous n'êtes pas le seul à savoir lire entre les lignes. Faites attention où vous marchez. Miss Marple l'a lu une fois, puis l'a plié dans son carnet. Le lendemain matin, elle rend visite à l'inspecteur Cray. Il la rencontre à la gare, visiblement sceptique mais respectueux. Mademoiselle Marple, à moins que vous n'ayez des preuves solides, je ne peux pas agir sur la base de spéculations chimiques. Je comprends, dit-elle patiemment. Mais permettez-moi cette suggestion. Demandez à Monsieur Blake de vous fournir les documents relatifs à la dernière livraison d'orchidées. Dites-lui qu'il s'agit d'une vérification de routine. Et envoyez quelqu'un inspecter les serres, en particulier les poubelles. Je pense que les gants manquants, et peut-être le tablier calciné décrit par Lucie, ont été cachés ou détruits à la hâte. Cray hésita. Tu es sûr que ce ne sont pas des paroles en l'air? Je suis sûr que non, dit-elle fermement. Et si je puis me permettre, ne cherchez pas à savoir qui avait le plus à gagner, mais plutôt à savoir qui craignait d'être laissé pour compte. Plus tard dans la journée, la nouvelle s'est répandue que la police avait effectivement visité le conservatoire. Rien n'a été trouvé dans les poubelles. Mais caché sous le tas de compost, enveloppé dans du plastique et légèrement brûlé, se trouvait le gant de cuir manquant, doublé de résidus compatibles avec du nitrate de potassium à haute concentration.
Le même composé retrouvé dans la fougère pressée dont Margaret avait maintenant confirmé qu'il avait été délibérément contaminé. Blake, interrogé, a prétendu ignorer la vérité. Carter, lorsqu'on lui a posé la question, est devenu pâle et a pincé les lèvres. Et quelqu'un d'autre, qui n'avait pas encore été nommé, commençait à se défaire. Le piège avait été tendu. Il était maintenant temps d'attendre que l'ombre derrière la vitre entre dans la lumière. Le soir s'installa sur l'Arton Bishop, dans le silence d'un vieux théâtre juste avant le lever du rideau. Les rues se transformèrent en ruelles ombragées, et les lanternes scintillent aux fenêtres des cottages telles des étoiles timides. La serre au fond de la salle de la société, habituellement fermée à la tombée de la nuit, brillait ce soir-là d'une douce lumière électrique. Depuis la ruelle derrière le presbytère, on pouvait à peine apercevoir des silhouettes s'y mouvoir. Miss Marple était assise tranquillement près de sa cheminée, une modeste broderie sur les genoux, mais ses pensées étaient loin des roses brodées au point de croix qui prennent forme sur la nappe. Sa conversation avec Margaret Bell, la découverte du gant brûlé et l'étrange relation entre M. Blake, Carter et Lucy commençaient à se resserrer comme les pages d'un livre qu'on referme. Le registre, songea-t-elle, n'est pas le registre officiel de la société, mais le dossier personnel du regretté docteur Lebourne n'a toujours pas été retrouvé. La mention de Lucy avait disparu de l'attention de tous, mais pas de celle de Miss Marple. Elle se leva, mit la broderie de côté et ouvrit un étroit tiroir de son bureau. Elle en sort une feuille de papier, la dernière lettre d'Eleanor Triple. Sa main précise et penchée décrivait un nouvel hybride d'orchidée, son étrange réaction au traitement, et une dernière ligne qui avait intrigué Miss Marple depuis le début. Ils l'enterrent comme ils ont enterré l'autre sous des signatures, pas sous de la terre. Miss Marple le relut, puis prit son manteau. 10 minutes plus tard, elle frappait à la porte du modeste appartement de Lucy Carleton, au-dessus de l'ancienne librairie. Lucy, surprise mais pas mécontente, l'accueillit. « Mademoiselle Marple, dit-elle en époussetant sa jupe, je préparais justement la pâte pour les scones du matin. Je ne m'attendais pas à recevoir de visite, mais je sais faire du thé. Inutile de vous déranger, ma chère. Je voulais juste vous poser une question qui me trotte dans la tête depuis notre première conversation. » Miss Marple s'assit près de la petite table. « Ce registre dont vous avez parlé, les notes du docteur Lebourne lui-même. Vous souvenez-vous de qui l'a manipulé avant sa mort ?» Lucy pencha la tête, pensive. « Je crois que c'était Carter. Il avait géré la transmission des dossiers lorsque le docteur Lebourne avait pris sa retraite. Il avait dit qu'ils étaient envoyés aux archives. » Mais elle fronça les sourcils. « Je ne l'avais jamais vu dans la salle des archives. Seulement le procès-verbal officiel, jamais son livre personnel. Est-ce que cela contenait des détails financiers? Oh oui. Dons, dépenses, commandes privées, tout. Le docteur Lebourne ne faisait pas confiance à Blake avec les chiffres. Il disait qu'un scientifique devait s'en tenir à ses spécimens, pas aux sommes. » Miss Marple sourit faiblement. « Cela explique beaucoup de choses. » Lucy servit quand même du thé, malgré les protestations de Miss Marple, et elles restèrent assises en silence un moment. La pluie commença à claquer doucement contre les vitres. Miss Marple jeta un coup d'œil à la bibliothèque. « Lucy, te souviens-tu où le regretté docteur Lebourne s'asseyait dans la véranda? Où prenait-il des notes ?» Lucy hocha la tête. « Toujours près du banc à l'est, sous les fougères suspendues. Elle disait que la lumière y était meilleure le matin. Et a-t-il jamais enfermé ses journaux? Ah oui. Il gardait un compartiment aménagé sous le banc qu'un vieux charpentier du village lui avait construit. Très discret. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent. « Auriez-vous un double de vos clés, par hasard? Le docteur Lebourne me l'a donné il y a 1 an, avant que son cœur ne commence à lâcher. Je doute qu'il ait jamais été changé. » Lucy l'a récupéré dans une boîte en fer blanc, coincée entre de vieux programmes de théâtre. Une demi-heure plus tard, sous la brume d'un réverbère et l'épais parfum de chèvrefeuille, les 2 femmes se glissèrent par la porte latérale de la véranda. Le banc était toujours là, patient et patiné.
Lucie s'accroupit, la main légèrement tremblante, et ouvrit le petit tiroir caché sous le siège. À l'intérieur, enveloppé dans du tissu ciré et attaché avec de la ficelle de jardin, se trouvait un épais registre vert foncé. Miss Marple ne l'a pas ouvert là-bas. Pas à découvert. Emportez-le chez vous. Ne lisez rien pour l'instant. Enfermez-le dans votre coffre. Si quelqu'un a voulu effrayer ou réduire au silence Miss Triple à cause de son contenu, il faut supposer qu'il récidivera. Ils quittèrent la véranda en silence, la verrouillant derrière eux. Le lendemain matin, le village fut réveillé par le sifflet d'un agent de police et par une vitre brisée au fond de la salle des fêtes. Quelqu'un avait tenté de cambrioler. Officiellement, rien n'avait été volé. Mais Miss Marple, assise dans son salon avec le journal du matin plié sur ses genoux, savait que la tentative avait échoué. Lucie, quant à elle, arrive au cottage de Miss Marple peu après midi. Le visage pâle, ses mains gantées serraient le registre comme un enfant tiendrait un oiseau blessé. « J'en ai juste assez lu », murmura-t-elle. Blake a détourné des fonds. Il a commandé des produits chimiques dangereux au nom du docteur Lesbourne. Et il y a une note griffonnée dans la marge, non manuscrite, avertissant que les livraisons d'orchidées étaient falsifiées. Eleanor a trouvé le mot, dit doucement Miss Marple. Et peut-être Blake l'a-t-il découvert. Les yeux de Lucie s'écarquillèrent. Et Carter? Miss Marple secoua lentement la tête. Pas innocente. Mais pas l'esprit derrière tout ça. Carter est loyal. À l'excès. Lucie hésita, puis dit quelque chose qu'elle avait retenu. Il y a encore une chose. Avant que tu ne viennes me voir hier soir, j'ai reçu une lettre. Postée sans nom. Elle disait seulement, le registre ne restera pas enterré éternellement. Quand il reviendra, le passé reviendra aussi. Miss Marple se pencha en avant. Tu l'as gardé? Lucie hocha la tête. Dans la poche de mon tablier. Miss Marple le prit et le retourna entre ses doigts. L'écriture était dissimulée, mais pas complètement. Elle a reconnu le R en boucle. Elle l'avait vu sur une autre enveloppe, plus tôt dans la semaine. Un souvenir lui revint, Madame Country le lui avait donné, pensant qu'il était destiné au vicaire. Il était passé inaperçu à l'époque. Mais maintenant, Miss Marple en avait assez vu. Elle se leva. Lucie, je crois qu'il est temps que je parle à Carter. Aurais-tu l'amabilité de me rejoindre ici pour le thé demain? Lucie parut surprise, mais hocha la tête. Alors qu'elle partait, la porte claqua doucement derrière elle. Miss Marple resta immobile un long moment, la lettre posée sur le bras de son fauteuil. Puis elle le plia avec précision, le posa à côté de sa tasse à thé et reprit sa broderie. Demain, quelqu'un lui mentira. Et il pensait qu'il s'en serait tiré. Mais elle savait que la vérité était une fleur qui fleurissait au crépuscule, silencieuse, parfumée et impossible à cacher. La nuit avait commencé à s'installer sur l'Arton Bishop, et le village était plongé dans le silence sous un croissant de lune. Les petites lumières aux fenêtres brillaient d'une douce chaleur, mais dans la véranda derrière la salle de réunion, les lampes électriques brûlaient encore. Quelqu'un était revenu. Miss Marple, vêtue simplement mais proprement, se glissa par la porte latérale non verrouillée de la serre peu après 9 heures. Dans l'ombre, elle observa M. Blake penché sur sa chère orchidée bleue. Ses mains tremblaient tandis qu'il ajustait une petite lampe sur la fleur. Une grâce coupable pour un acte coupable, pensa Miss Marple en s'installant tranquillement sur un banc proche. Au début, il ne l'entendit pas, le silence était total. Puis, enfin, il parla. Il est en train de mourir, se dit-il. Après tous ses efforts, il est en train de mourir. Les feuilles bruissaient doucement sous son souffle alors qu'elle se tenait debout. Monsieur Blake? Il sursauta, manquant de laisser tomber la lampe délicate. Il se remit à l'aise et lissa son manteau. Mademoiselle Marple, vous ne devriez pas être ici. À cette heure-ci, on entend les choses plus honnêtement dans le noir.
Il détourna le regard et frotta un doigt contre le bord du pot. Ils ne comprennent pas. L'OMS? Il la regarda alors, les yeux écarquillés d'épuisement. La société. Le village. Toi. Ils me prennent pour un imprudent. Un cupide. Elle s'approcha. Ils pensent que vous avez précipité l'orchidée. Vous avez utilisé des produits chimiques trop puissants pour un usage qui n'avait rien à voir avec la botanique. Il marque une pause. C'était pour le village. Un atout. Un signe de progrès. Miss Marple l'observait. Le progrès s'est-il construit sur la tromperie ou sur l'exploitation des finances jusqu'à en révéler les failles? Il éleva la voix, presque comme s'il criait. J'ai enlevé la page du registre. Émeraude me l'a volée et me l'a rapportée ce soir. Miss Marple haussa les sourcils. Tu crois que Lucie l'a fait? Il y avait un mot. Et elle vient de repartir. Elle a peur. Je ne lui voulais aucun mal. Le silence reprit possession de l'espace. L'orchidée se fana dans sa lueur. Puis une silhouette apparut dans l'embrasure de la porte, Lucie, serrant un châle autour de ses épaules. Elle avança doucement, le regard fixé sur Blake. « Ce n'est pas vrai, dit-elle d'une voix ferme. Tu m'as menacé. » Il tressaille. Miss Marple observa ce moment chargé, les pétales de l'orchidée brunissant tandis que les accusations pèsent lourdement. « Monsieur Blake, dit-elle à voix basse, vous avez demandé à Carter de manipuler le registre, de dissimuler le financement des orchidées. Vous avez utilisé des produits chimiques dangereux. Mais vous n'avez pas tué Eleanor Triple. » Blake laissa échapper un lent soupir. « Tu étais contrarié qu'elle ait vu l'incohérence. Tu l'as confrontée. La situation a dégénéré. Tu voulais l'effrayer, la réduire au silence. Sa tête était baissée. Mais quand elle t'a rencontré près du placard, tu ne t'attendais pas à ce que le sac de fougères se déchire. Le produit chimique lui a frotté les doigts. Elle s'est effondrée, brûlée, inconsciente. Son ton était doux maintenant. Tu étais parti, croyant qu'elle se réveillerait. Mais elle ne s'est jamais réveillée. Il ferma les yeux. Je n'ai jamais voulu ça. Miss Marple s'adoucit. Eleanor ne vous a jamais accusé. Elle vous a seulement prévenu que quelqu'un le ferait. Vous craignez le scandale plus que les conséquences. Lucie s'est avancée. J'ai prévenu l'inspecteur. J'ai vu les brûlures. Un bruissement résonna tandis que des pas résonnaient sur le gravier. L'inspecteur Cray et l'agent Fletcher entrèrent, lanterne à la main. Il est temps de venir avec nous, dit Cray. Blake hocha la tête, vaincu. Miss Marple se dirigea vers le pot d'orchidée et souleva une feuille tombante. Une fleur dangereuse, dit-elle doucement. Mais pas la plus mortelle. Dehors, ils émergèrent dans la fraîcheur du clair de lune. La nuit du village était calme, et Miss Marple sentit la tension retomber. Ils reviennent, Blake en garde à vue, Lucie et Carter à ses côtés. Et derrière eux, la lueur chaude de la véranda s'estompa. La vérité, pensait Miss Marple, n'était jamais purement botanique. Elle est née de l'ambition humaine, arrosée par la peur et écrasée sous le poids de remords exprimés. L'après-midi suivant arriva, enveloppé d'un calme trompeur. L'air embaumait les haies d'un parfum de jasmin, et des moineaux sautillaient sur le rebord de la fenêtre du salon de Miss Marple. La table avait été dressée avec sa plus belle nappe en dentelle, et la théière bleue Wedgwood fumait à côté d'un plat de tartelettes au lemon curd. C'était exactement le genre de réunion que les visiteurs de Miss Marple attendaient d'une heure de thé civilisé, rien de plus. Mais la précision des couverts et la subtile lueur dans son regard indiquaient un autre objectif. Carter arriva à 15 heures précises. Les épaules tendues sous sa veste, il salua Miss Marple avec une politesse qui confinait à la prudence. « Mademoiselle Marple. Vous vouliez me parler ? » « En effet, Monsieur Carter, » dit-elle avec un sourire chaleureux. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je viens de verser. »
Il s'installa dans le fauteuil et jeta un coup d'œil vers la fenêtre. Miss Marple le remarqua. « Tu as eu des semaines difficiles, j'imagine » commença-t-elle en lui tendant le sucre. La perte du docteur Lesbourne, puis la pauvre Eleanor, et maintenant tout ce bruit de vol et d'effraction. Carter eut un petit rire. On peut dire ça. Franchement, je ne sais pas comment la société va continuer à vivre. Le comité est en miettes. Et Blake oui, dit-elle doucement. Monsieur Blake a le don de projeter de longues ombres. J'imagine que vous en avez subi une depuis un bon bout de temps. Carter se raidit mais ne dit rien. Elle laissa le silence s'éterniser, le tintement des petites cuillères étant le seul bruit entre elles. On m'a dit, dit-elle après une gorgée, que vous étiez responsable du transfert des dossiers du docteur Lesbourne aux archives. Y compris, bien sûr, son registre personnel. C'est vrai, dit-il. Je me suis occupé des papiers. Mais je n'en ai rien gardé. Non. C'est intéressant. Sa voix restait légère. Parce que Lucie n'avait jamais vu le registre dans les archives. Et j'imagine qu'elle l'aurait vu, étant secrétaire. La main de Carter tremblait tandis qu'il attrapait sa tasse de thé. Il se reprit rapidement. Peut-être l'avait-elle égaré. Miss Marple pencha la tête. Les objets égarés finissent toujours par retrouver leur place, Monsieur Carter. Hier soir, d'ailleurs, le registre a refait surface. Intact. Verrouillé précisément là où le docteur Lesbourne l'avait caché. Sa tasse s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Quelqu'un l'avait depuis tout ce temps? Elle croisa les mains. Apparemment. Et curieusement, dans ce registre se trouvait une note en marge, non rédigée par le médecin. Une mise en garde contre un détournement de fonds et une falsification des livraisons d'orchidées. Vous n'en sauriez rien, n'est-ce pas? Carter déglutit difficilement. Je n'ai fait que suivre les instructions. De qui? Une pause. Blake. Le regard de Miss Marple ne vacilla pas. Et la lettre d'avertissement que Lucie a reçue hier? Est-ce que c'était aussi de vous? Il avait l'air stupéfait. Non. Je jure que je n'ai rien écrit de tel. Elle hocha lentement la tête, comme si elle classait quelque chose. Puis quelqu'un d'autre s'inquiéta de ce qui se trouvait dans ce registre. Carter posa sa tasse de thé avec précaution. Mademoiselle Marple, puis-je vous demander si Lucie va bien? Cela, pensa-t-elle, était révélateur. Elle le sera, dit doucement Miss Marple. Mais seulement si la vérité éclate. Et bientôt. Juste à ce moment-là, on frappa à la porte. Lucie entra, son regard passant de Miss Marple à Carter. « J'espère que je ne serai pas en avance, dit-elle. « Pas du tout, dit Miss Marple. « Entrez, vous arrivez juste à temps pour les tartelettes. » Lucie était assise en face de Carter, et la tension entre elles crépitait faiblement sous la surface. « Je demandais justement à Monsieur Carter à propos du registre, dit Miss Marple d'un ton léger. Et à propos de la lettre que vous avez reçue. » Les doigts de Lucie se resserrèrent sur ses genoux. « J'ai déjà vu cette écriture, dit-elle doucement. Pas celle de Carter. Et pas celle de Blake non plus. » Miss Marple se pencha. « Dites-moi, Lucie. Le comité s'est réuni en privé le mois dernier pour discuter du budget, n'est-ce pas? Juste avant la mort du docteur Lesbourne. » Lucie hocha la tête. « Oui. Il y avait un désaccord. Blake réclamait que davantage de fonds soient consacrés à l'importation de bulles rares, paraît-il. Le docteur Lesbourne refusa, affirmant que les traitements chimiques n'étaient pas sûrs. Et qui a pris le compte rendu de la réunion? Je l'ai fait. Mais ils n'ont pas été approuvés. Le docteur Lesbourne est décédé 2 jours plus tard. Blake m'a demandé de les détruire. Miss Marple jeta un coup d'œil à Carter. Le saviez-vous? Non, dit Carter à voix basse. Mais je ne suis pas surpris. Blake était désespéré.
Il disait que la société était une farce s'il n'avance pas. La vieille horloge sonna dans le coin. Miss Marple se leva. « Eh bien, dit-elle, je crois qu'il est temps que nous fassions tous une petite sortie. » « Sortie » demanda Lucie. « Au conservatoire de la société. J'imagine que nous y retrouverons Monsieur Blake. Et je pense qu'il est temps qu'il réponde à quelques questions sur les orchidées, les produits chimiques et Eleanor Triple. » Ils se dirigèrent ensemble vers le hall. Les portes de la véranda étaient déverrouillées, et le parfum chaud des orchidées les accueillit comme un mensonge parfumé. Blake était là, penché sur un plateau de jeunes arbres, les manches de sa chemise retroussées et ses gants tachés d'une étrange nuance de brun. « Ah, dit-il en les voyant. La délégation du village arrive. » Miss Marple sourit. « Nous avons pensé que vous apprécierez un peu de compagnie. » Blake se redressa. « Je suis plutôt occupé. »« Oui, je vois, dit-elle. »« Tu travailles toujours avec ces spécimens volatiles ?» Il haussa un sourcil. « Tu ne comprendrais pas leur valeur. »« Peut-être pas, dit-elle. Mais je comprends la valeur de la vérité. Comme celle enfouie dans les notes du docteur Lesbourne. Le registre que vous n'avez jamais voulu retrouver. » Le visage de Blake se figea. « Eleanor l'a trouvé, n'est-ce pas ?» Miss Marple insista, la voix toujours calme. Elle avait vu les notes, leur utilisation abusive. C'est pourquoi elle avait écrit au président à Londres. Pourquoi était-elle venue ici cet après-midi-là? Elle ne l'a jamais livré, marmonna Blake. Elle n'avait aucune preuve. Mais elle avait des soupçons. Et cela suffisait à l'effrayer, voire pire. Blake fait soudainement un pas, mais Carter lui bloqua le passage. « Tu savais que les traitements aux orchidées étaient dangereux, » dit Lucie. « Tu les as quand même insisté. » Blake ne dit rien. Miss Marple hocha la tête une fois. « Je pense que le gendarme devrait entendre tout ça. Et peut-être qu'avec un peu de sagesse, il fouillera ta cabane. J'imagine qu'il y a bien plus que des orchidées qui y poussent. » Blake se retourna, les yeux brûlants. « Crois-tu que quelqu'un vous croira tous les trois ?» Miss Marple prit une petite orchidée en pot. Les feuilles étaient étrangement enroulées et une légère odeur chimique émanait du sol. Elle leva les yeux. « Oui. Je le fais. » La porte s'ouvrit derrière eux. L'agent Fletcher est arrivé, appelé par un mot discret que Miss Marple avait envoyé le matin même. « Monsieur Blake, dit Fletcher en entrant, vous viendrez avec moi. » Blake fixa Miss Marple un long moment. Puis ses épaules s'affaissèrent. Alors qu'il était emmené, Miss Marple se tourne vers Lucie et Carter. « Parfois, dit-elle, il faut 3 jardiniers pour nettoyer un seul massif. Mais une fois cela fait, les plantes qui poussent ensuite ont de meilleures chances de pousser. » Ils quittèrent la véranda ensemble, les orchidées toujours là, belles, dangereuses et silencieuses. Mais la vérité, Miss Marple le savait, avait finalement éclaté. Les jours qui suivirent l'arrestation de M. Blake s'écoulèrent dans un calme étrange à l'Arton Bishop, comme si le village lui-même retenait son souffle, hésitant entre le deuil, les ragots ou simplement faire comme si le scandale n'avait jamais eu lieu. Les bancs saoulés restèrent vides plus longtemps que d'habitude. Le thé était servi dans les maisons tranquilles, sans l'habituel accompagnement de spéculation. Même le chant des oiseaux dans les haies semblait étrangement atténué. Miss Marple, quant à elle, reprit ses habitudes comme si de rien n'était. Et peut-être, pour elle, pas grand-chose n'avait changé. Ses promenades matinales reprirent. Ses dahlias furent taillés. Ses visites au presbytère reprirent avec une fréquence modérée. Mais il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose qui regardait au-delà des fleurs et dans les motifs de ceux qui les soignaient. 3 jours après l'arrivée de M. Blake à Melchester, Lucie Carreau vint lui rendre visite. Elle apporta une petite boîte de biscuits au citron, légèrement brûlée sur les bords, et une nervosité qu'elle tenta de dissimuler derrière une conversation polie. Miss Marple accepta chaleureusement et offrit du thé en retour. Elles s'assirent sous la fenêtre aux rideaux de dentelle, donnant sur la ruelle,
où la lumière du soleil perçait à travers les feuilles tremblantes du bouleau. Je ne sais pas quoi faire ensuite, admit Lucie après une pause. Le comité m'a demandé si je voulais rester, mais je me sentais souillé, d'une certaine manière. Complice. Tu ne le es pas, dit Miss Marple en pliant calmement sa serviette. Tu as vu quelque chose, tu as eu peur de quelque chose, et finalement, tu as dit la vérité. Ce n'est jamais compliqué, ma chère. C'est ça le courage. Lucie baissa les yeux. Je croyais au projet de Monsieur Blake, même après les premières rumeurs. Je pensais pouvoir l'aider à le protéger, à protéger notre réputation. La voix de Miss Marple était douce. Beaucoup le sont. Nous ne voyons pas toujours les gens tels qu'ils sont, mais tels que nous espérons qu'ils seront, si seulement nous leur accordions suffisamment de foi. Dehors, un chariot de lait passait, le cliquetis des bouteilles servant de toile de fond à leur silence. La plante, dit soudain Lucie. L'orchidée. Je n'ai pas pu me résoudre à l'arroser. Elle est toujours là, fanée. Miss Marple esquissa un léger sourire. Parfois, il vaut mieux laisser tomber certaines choses. La beauté née de la tromperie survit rarement seule. Lucie la regarda un long moment. Puis, hochant la tête, elle se leva et prit congé, promettant de revenir bientôt. Cet après-midi-là, Miss Marple se dirigea vers l'extrémité du village, passa devant le jardin, puis la boulangerie, et se dirigea vers les jardins derrière la salle de la société d'horticulture de l'Arton Bishop. La véranda était restée fermée à clé, mais quelqu'un avait maintenu ouverte l'une des fenêtres latérales. Par accident ou par sentiment, on ne sait pas. À l'intérieur, les plantes étaient restées bien alignées, bien que moins éclatantes en l'absence du gardien. L'orchidée était posée exactement là où elle se souvenait, ses pétales étaient fanés, brunissant sur les bords, l'éclat de sa couleur n'étant plus qu'un souvenir. Miss Marple le regarda un moment, puis se détourna, ses pas légers sur le chemin. Plus tard, alors que le soir tombait et que la lumière du village prenait une teinte ambrée, elle emporta son tricot dans le salon et s'installa dans son fauteuil. Le feu n'était pas nécessaire, il faisait chaud, mais elle l'alluma quand même. Il y avait quelque chose de réconfortant dans le doux crépitement des flammes, quelque chose qui lui rappelait que le monde continuait d'avancer, malgré l'ébranlement profond de ses racines. Sur la table basse, elle prit une lettre et la rouvrit. Elle était arrivée le matin même, non signée, mais clairement écrite par quelqu'un qu'elle reconnaissait. L'écriture trahissait la nervosité discrète d'un homme vaincu. Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. Je pensais qu'une petite tromperie était un faible prix à payer pour la vision que j'avais. Mais je comprends maintenant que ce n'était jamais l'orchidée qui comptait. C'était toujours moi. Et ce que je voulais que les gens croient de moi. Elle plia le papier et le remit dans son enveloppe, le plaçant sous le vieux presse-papier en laiton en forme de rouge-gorge. Le passé n'était pas quelque chose à effacer, mais une leçon à tirer. Elle en était profondément convaincue. À 6h30, le révérend il passa devant sa chaumière, inclina son chapeau et continua son chemin. Il ne s'arrêta pas, inutile de le faire. Miss Marple avait déjà fait ce qu'il fallait. Dans tout le village, la vie reprend. Les enfants jouaient près de l'étang. La cloche de l'église annonçait l'heure. Madame Ellingham fut aperçue portant une ombrelle neuve au mariage de sa nièce. Et près de la poste, quelqu'un avait recommencé à planter des pétunias dans les jardinières. Le meurtre était arrivé à l'Arton Bishop, comme il l'avait fait dans tant d'autres lieux paisibles. Mais il était passé au travers, plutôt que de s'y enraciner. Parce que la vérité avait été découverte et exprimée. Et parce que quelqu'un, calme et modeste, avait percé au-delà des mensonges et pénétré les profondeurs de la nature humaine. Miss Marple souleva sa tasse de thé, but une gorgée et la remit sur sa soucoupe sans faire de bruit. Le printemps reviendra. Les fleurs s'épanouissent. Comme toujours, des secrets tenteraient de se cacher sous elle. Mais pour l'instant, la paix persistait. Et le scandale, autrefois gravé dans le registre d'un botaniste, s'est estompé comme des feuilles pressées délicates, cassantes et disparues.